Massive Radio. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour Isaac. Je vais faire une petite interview de votre poste. Oui. Alors, vous pouvez nous dire en quelques mots ce que ça signifie la micro-entreprise? Alors, moi je suis chargée de la création et de la gestion administrative des futurs micro-entrepreneurs. C'est-à-dire, on a des voyageurs qui viennent nous voir parce qu'ils ont un projet de créer leur micro-entreprise. Pas pour certaines activités, ça peut être des activités artisanales comme ça peut être des activités commerciales. Donc ces personnes-là, soit elles nous contactent par téléphone, soit elles viennent frapper à la porte des séries et puis là on leur fixe un rendez-vous. Donc ils sont reçus le jeudi matin à 10h, il y a une information collective qui a lieu avec un petit groupe de personnes en fonction des différents services qu'ils demandent. Ça peut être la domiciliation comme ça peut être la création à la micro-entreprise. Donc ça dure, c'est à 10h, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, on fait la présentation de toutes les actions des séries et après on reçoit les futurs créateurs en individuel, en entretien individuel. Donc là on discute de leur projet, des activités qu'ils veulent faire. Donc il y a des activités qui sont réglementées qui ne peuvent pas forcément exercer parce que soit il faut avoir 3 années d'expérience, soit un diplôme dans certaines activités, genre la peinture, la couverture. Et sinon, après, une fois qu'ils ont bien eu les informations et qu'ils sont OK pour faire leur création, là, on fait leur création micro-entreprise sur le guichet entreprise, en dématérialisé. Une fois que c'est fait, après, on leur propose l'accompagnement, donc l'accompagnement à la gestion administrative. Faut savoir que créer sa micro-entreprise c'est une chose, mais après ils reçoivent plein de différents documents liés à leur travail indépendant. Donc ils vont avoir dans un premier temps de toute façon tout leur extrait d'immatriculation pour justifier qu'ils sont bien immatriculés soit à la chambre des métiers, soit à la chambre de commerce. Ensuite on enclenche tout ce qui est démarche administrative pour faire les demandes de cartes ambulantes, les demandes de cartes professionnelles artisans, la demande de l'ACS et l'aide à la création d'entreprise pour avoir un taux moins élevé la première année quand ils payent leur cotisation à l'URSSAF. Parce qu'il faut savoir qu'aussi ils auront des charges à payer au niveau de l'URSSAF tous les 3 mois. Et ils auront aussi leur déclaration de la CAF à faire pour les bénéficiaires du RSA. Et ils devront aussi déclarer leurs revenus qu'ils auront eu tous les mois. Voilà, ensuite l'accompagnement aussi, c'est faire avec eux des déclarations, leur expliquer comment ça fonctionne, mettre les applications, parce que comme maintenant tout se fait beaucoup sur internet, mettre les applications pour ceux qui ont des smartphones, enfin qui ont les outils numériques nécessaires, on les aide à mettre les applications, à créer leur compte pour faire les déclarations en ligne. Voilà, on a aussi tout ce qui est pédagogique, la tenue d'un livre de compte, comment remplir un livre de compte, indiquer ses recettes, ses dépenses. Il y a aussi la réglementation, tout ce qui est en lien, on a souvent des informations par rapport à la réglementation, si ça change au niveau des lois, des obligations et tout. Et aussi, il y a de la prévention aussi, parce que on s'est aperçu que quand même depuis la crise sanitaire, depuis 2020, il y en a beaucoup qui ont profité. Sur internet aussi, il y a des arnaques, des sites d'arnaques. Donc les créateurs, généralement, ils reçoivent beaucoup de démarches commerciales. On leur demande on leur propose des services et quand ils ne savent pas forcément, puis qu'ils ne font pas appel à nous pour demander les renseignements, ils se font attraper. Il y a des arnaques, il faut le savoir. Et nous, on est là aussi justement pour les avertir de ça, qu'il faut faire très attention, qu'il faut être vigilant. Et puis, voilà, tout ce qui est obligation de tenir avoir un compte professionnel, un compte bancaire dédié aux activités professionnelles, avoir une assurance professionnelle. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'accompagnement à la gestion administrative d'une micro-entreprise. Et au niveau des chiffres? Alors, au niveau des chiffres, pour rester dans le régime fiscal de la micro-entreprise, c'est 176 000 €
pour les activités commerciales et 72 500 € pour les activités artisanales. Merci d'avoir répondu à mes questions. Eh ben de rien. Je vous dis au revoir. Merci à toi, Isaac. Interview d'Élise, directrice SRI. Bonjour, Bonjour, moi c'est Élise. je m'appelle Méliana. Moi, c'est Philo. Chilo. Bon, alors, qu'est-ce qu'une directrice doit faire? Alors déjà moi voilà, je suis directrice. D'accord, je suis directrice des SRI. Donc SRI c'est une association. Alors un directeur qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas grand chose, il fait travailler les autres. Non, je rigole. Un directeur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe déjà de gérer une équipe. Donc moi ici j'ai des collègues, vous connaissez Emmanuel, vous connaissez RL, en bas j'ai d'autres collègues. Donc je m'occupe de gérer mes collègues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire les contrats de travail, il faut payer les gens à la fin du mois, il faut faire les plannings, il faut travailler en équipe. Voilà, donc moi je m'occupe d'organiser tout le travail de l'équipe déjà. Après, j'ai aussi un autre travail, c'est je dois une association. Elle est ce qu'on appelle à but non lucratif. Ça veut dire elle ne fait pas de business. Une association, il ne faut pas qu'elle fasse plein de bénéfices, qu'elle gagne plein d'argent. Mais en même temps, il faut bien un peu de l'argent pour le loyer, pour les salaires. Donc moi, une partie de mon travail, je vais chercher de l'argent. Je vais chercher de l'argent, je remplis des dossiers qu'on appelle de financement. Je demande au département des sous. J'ai demandé aussi à l'État des sous pour qu'on puisse vous accueillir, faire des projets avec vous. Donc je vais chercher de l'argent pour faire ce qu'on appelle le budget de l'association. Je rencontre des gens aussi. Ce soir, je vais rencontrer des gens au département. Et l'association, moi en tant que directrice, j'essaie de porter les sujets des voyageurs qui posent problème à connaissance des élus, du département. Voilà. Donc ce soir, on va sûrement parler du fait qu'il n'y a pas assez de place pour les aires d'accueil, on va parler qu'il y a des besoins de terrains familiaux, on va parler des problèmes de l'école, parce que les voyageurs, il y a encore des problèmes à l'école, vous avez du mal à accéder à l'école. Donc moi, mon travail, c'est aussi de parler de tous les problèmes des voyageurs pour faire en sorte que les conditions de vie, de façon de vivre, elles s'améliorent. Ah, je l'ai plus, je pourrais vous donner, j'ai un petit dessin qui dit qu'est-ce que fait un directeur. Et en fait, un directeur, il fait son travail un petit peu, mais il gère l'information, il communique. Là, on est en train de créer un site internet. Enfin, voilà, tout ce qui peut permettre à l'association d'accueillir du monde et puis de se faire connaître et puis de trouver un petit peu des sous pour qu'on continue à pouvoir travailler. Voilà un petit peu ce que je fais. Comme nous avec la radio. Comme vous avec la radio, vous êtes en train de faire un projet, vous êtes une équipe, vous êtes en train de vous gérer, vous avez votre chef, entre guillemets, c'est RL, mais vous êtes une équipe de travail et vous allez développer des compétences. Là, on est en train de discuter, vous apprenez à vous servir de matériel, vous apprenez à parler avec des gens que vous ne connaissez pas, donc oui, vous êtes exactement en train de faire un travail d'équipe. C'est pas un travail où vous êtes payé, mais c'est un travail quand même, vous apprenez des choses. Pourquoi il y a une directrice dans une association? Alors, il n'y a pas une directrice dans toutes les associations, parce qu'il y a des associations, déjà, où il n'y a pas de salariés, où il n'y a que des bénévoles, en fait. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas forcément de directeur, c'est le président qui dirige. Ici, on commence à être une grosse association, voilà. Plus tu es une grosse association, plus c'est difficile pour les bénévoles de tout gérer. Donc, au bout d'un moment, il y a des salariés qui arrivent, et puis quand il y a un salarié, 2 salariés, 3 salariés, au bout de 4-5 salariés, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige l'entreprise. Parce que comme ça, déjà, quand j'ai dit que j'allais chercher de l'argent tout à l'heure auprès de la CAF ou du département, au moins, ils identifient, ils savent qu'il y a une personne. Voilà. Donc, c'est important qu'il y ait une personne pour parler avec les gens de l'extérieur. Et puis, au bout d'un moment, quand l'association elle devient trop grosse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige, qui organise, qui réfléchisse un peu au travail. C'est parce que l'association a grossi qu'aujourd'hui on avait besoin, aujourd'hui ça fait déjà 20 ans qu'il y a quelqu'un qui dirige l'association. Du coup, après, c'est quelle capacité doit avoir une employée pour devenir directrice? Alors déjà, peut-être... Déjà, il faut un peu quand même un minimum des diplômes, je pense, parce qu'il y a beaucoup de travail, faut rédiger, donc voilà, il faut quand même déjà un minimum de diplômes. Après, il faut comme capacité, il faut aimer les gens, voilà, il faut avoir envie de gérer une équipe, parce que gérer une équipe, des fois c'est bien, on rigole, voilà, puis des fois il y a des choses pas sympas à gérer, parce qu'il faut savoir dire quand les collègues ils font pas du bon travail. Parce qu'en ce moment c'est le Covid par exemple, je t'ai dit j'ai des collègues qui sont pas là, il y a des collègues malades, donc il faut quand même réussir à gérer l'association alors que tout le monde n'est pas là, donc il faut avoir une capacité, comme on dit, de s'adapter. Ça vous parle ça, être capable de s'adapter en permanence. Il faut une capacité, faut des bonnes relations humaines. Voilà, si tu es quelqu'un de froid,
de fermé, qui n'aime pas écouter les gens, bah, c'est compliqué. Si tu sais pas écouter les gens, ça peut être compliqué d'être directeur. Et puis, il faut quand même aussi des capacités sur l'ordinateur, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup les mails, c'est beaucoup rédigé sur l'ordinateur, donc il faut quand même bien maîtriser aussi le numérique. Ouais, c'est tout. Hein. Monsieur Radio. Françoise, écrivain public au SRI. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai une question. Vite fait, avant de faire. Vite fait? Pourquoi vite fait? Rapidement. Ah oui. À quoi consiste l'écrivain public en quelques mots rapides? L'écrivain public, c'est celui qui va se mettre au service du public, hein, au service d'un public qui va être soit illettré, soit analphabète, de façon à ce que ce public puisse poursuivre sa vie normale et ne pas être bloqué vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des démarches à faire administratives. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'écrivains publics. Il y a comme vous, Oui. et il y a l'écrivain public, ceux qui, on va pas dire critiquer, mais ceux qui racontent, je sais plus comment il s'appelle. Tout à fait, comme le conteur. Voilà, qui raconte ce qui va pas dans le pays, tout ça. Comme quelqu'un de l'époque, il y en avait un qui était comme ça. Oui, qui vient et qui narre et qui raconte. Ouais. Parce que je connais en l'histoire, fait- c'était un... Oui, allez-y, je vous Je écoute. connaissais une histoire de personne avant. Elle était française, tout ça. Et vu qu'avant, il n'y avait pas le droit de... Comment? Il n'y avait pas le droit de critiquer la population française. Et donc, Oui. ça fait faire un faux nom, tout ça. Et discriminer, pas discriminer. Il racontait ce qui allait pas dans la population française. Oui, tout à fait. Donc, Oui, il y a oui. plusieurs sortes. Oui, 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 tout à fait. Moi, je vois très bien de quoi vous parlez. En fait, c'est des personnes qui avaient le courage de prendre la parole et puis de dire, en fait, haut et fort, tout ce qu'on ne pouvait pas, tout ce qu'on ne pouvait pas communiquer librement. Ok. Tout à fait. Mais pour moi, c'est nouveau le métier d'écrivain public. Hein. Moi, c'était pas... Mais Voilà. est-ce que l'écrivain public est comme un écrivain de roman? Non, pas du tout. Parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire. Il y a Ouais. écrivain de magazine, écrivain de roman, Ouais. écrivain d'histoire d'enfants, Non. et écrivain comme vous. Non, en fait, l'écrivain public, en fait, moi, je vais faire complètement abstraction de moi, mais je vais mettre au service de la personne des capacités que moi, je peux avoir et que l'autre personne n'a pas nécessairement, en fait. C'est Ok. ça. Donc Mais vous- moi, en fait, je suis transparente. Je prête ma plume, je prête ma main, mais moi, je n'existe pas. Je ne me permets pas de mettre mes propres mots. Pendant qu'il y a un écrivain littéraire, c'est lui qui va assumer du premier mot jusqu'au dernier mot de son roman, Ok. ou de son livre, ou de sa BD, ou de... Est-ce que vous êtes au service des gens en fait, écrivain public? c'est se Voilà, mettre au c'est service des vraiment gens. au service des gens. Ok. Bon, je vais finir en professeur et Liban de Ouais. mon interview. On finit la première partie et je vais venir vous interroger pour les autres parties, d'accord? Avec plaisir. Ok. Merci pour avoir répondu à ces questions. Ben, merci à vous. Massé Radio. Bonjour. Bonjour, Alors, comment vous appelez-vous? Claire Petitot. Moi, c'est Isaac, Camille. Alors, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre un alphabet et Un illettré, peut-être. Un Un illettré. La différence, c'est que les alphabètes n'ont pas été scolarisés, ils n'ont pas été à l'école. Et les illettrés ont été à l'école, ont été un petit peu à l'école et ils ont malheureusement pas réussi à bien savoir lire. Ou alors ils ont perdu leur savoir faute de pas du tout l'avoir utilisé. Alors, quel est votre travail au SRI pour les illettrés? Mon travail, c'est principalement de coordonner des bénévoles qui animent eux-mêmes des cours de lecture et d'écriture pour les voyageurs adultes. Donc je cherche des bénévoles, je les forme, j'essaie de les fidéliser et j'organise les plannings avec les voyageurs et les bénévoles. Donc ça, c'est ma fonction première. Je suis souvent aussi amenée à remplacer des bénévoles quand ils seront soit absents, soit que je n'ai pas trouvé de bénévoles pour le voyageur qui veut apprendre à lire. Donc c'est moi du coup qui vais faire les cours. Je suis là aussi pour constituer une bibliothèque, des outils. Donc comme je disais, accompagner les bénévoles dans la pédagogie, dans la recherche d'outils. Donc en fait c'est aussi bien que je remplace de temps en temps les bénévoles pour pouvoir me rendre compte en fait
de ce qui fonctionne ou qui fonctionne moins avec les personnes qui apprennent à lire. Et alors, des fois, c'est pas trop dur avec le voyageur, des fois? Non, bah ça dépend. En fait, ça dépend beaucoup de la raison pour laquelle ils viennent. Voilà, depuis quelques années, on a de plus en plus de voyageurs qui viennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux qui veulent apprendre à lire parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont un projet derrière. On travaille aussi dans le cadre du RSA. Donc c'est là qu'on peut avoir des situations un peu plus compliquées. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont au RSA et qui, pour répondre à leur devoir d'insertion, doivent s'inscrire sur un atelier comme le nôtre pour pouvoir progresser. Donc là, c'est vrai que c'est des gens parfois qui ont toujours réussi à faire sans bien savoir lire. Ils se sont débrouillés, ils ont fait appel à d'autres moyens, d'autres personnes, d'autres stratégies. Donc c'est vrai que du coup, le sens, il va être plus difficile à trouver pour ces personnes-là. D'autant que ça va être parfois des gens qui vont venir qu'une fois par semaine. Donc c'est difficile de faire des progrès en venant peu de temps. C'est dur en fait d'apprendre à lire à l'âge adulte. C'est très dur. Et comment faites-vous pour former les bénévoles? Je les forme surtout au fur et à mesure, comme ce sont des bénévoles qui interviennent auprès d'une personne en général. Donc je vais prendre le niveau de la personne. Déjà, je vais essayer de connaître la personne qui vient, donc en faisant quelques cours avant, moi, pour tester son niveau, l'évaluer en quelque sorte. Et puis après, je vais aussi partir du bénévole, de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il est, et du niveau de la personne. Et donc, je vais présenter des outils. Je vais construire au début, je construis les séances. Donc, je leur propose. C'est toujours des propositions. Plein de choses. C'est toujours mieux de proposer plusieurs choses parce que s'il y a quelque chose qui coince, on passe à autre chose. Et puis souvent, en fait, les bénévoles, après, prennent la main assez rapidement. En fait, ils savent mieux que moi, quand ils connaissent mieux la personne. Donc, ils vont me solliciter pour savoir, voilà, j'ai envie de travailler ce point-là, ce son-là, par exemple, un son qui va être difficile. Qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà. Donc, moi, je vais être là en conseil. Ouais, merci d'avoir répondu à mes questions. Bah, de rien. Au revoir. Au revoir. Merci au radio. Emmanuelle, coordinatrice scolarisation du SRI. Que fais-tu? Je travaille avec des bénévoles qui vont sur les terrains pour aider les enfants à faire leurs devoirs. C'est quoi le bénévole? Le bénévole, c'est quelqu'un qui intervient gratuitement. Il donne de son temps, il est volontaire, il a envie de faire plaisir. D'accord. À partir de quel âge vous aidez les enfants? À partir de leurs 4 ans, même 3 ans s'il y a des demandes. Dès que tu vas à l'école jusqu'à la fin du CM2. Comment vous les aidez les enfants? Eh ben, on est en lien avec les maîtres d'école et des enseignants en relais que vous avez dû connaître peut-être vous certains. C'est des enseignants qui s'occupent que des enfants du voyage. Par exemple, il y avait Nathalie Réseau sur Saint-Herblain, ça vous dit rien? Marie Prieux. Ouais, mais enfin, voilà. Ça dépend d'où tu te trouves, en fait. Dans quel secteur vous travaillez? Normalement, sur tout le département. Mais comme je suis toute seule, je fais que Nantes, Nantes Métropole, Rezé, Valette. Voilà. Où on nous demande, on va, en fait. Ça veut dire quoi, aider par rapport à l'école? Ça veut dire que les demandes, en fait, c'est les enfants qui sont en difficulté, qui nous demandent de l'aide. Les familles des enfants qui ont du mal à suivre. Mais même les enfants qui ont envie, on y va quand même. Tu vois. Ceux qui ont envie de travailler, en fait, qui ont envie de faire des choses, on peut pas leur dire non. D'accord. On remplace pas l'école en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour redonner confiance et puis les aider à travailler un petit peu plus. Il y a beaucoup d'enfants qui ont manque de confiance. Ouais, c'est la plupart des enfants qui manquent de confiance. Ils manquent que de confiance, moi je te dirais, pour apprendre. Il faut débloquer des choses. Ouais. Ils se sentent pas capables alors qu'ils sont capables, souvent. Ouais. Alors, j'ai plus rien à dire. Non plus. C'est vrai? Ouais. Bon bah écoute, vous reviendrez me voir si vous avez d'autres questions. Oui, ouais. Ok. Bonjour. Bonjour, Alors, comment vous appelez-vous? je m'appelle Marilyn Adam. Alors, quel est votre travail ici au SRI? Au SRI, je suis chargée d'accueil et assistante administrative. Alors, qu'est-ce que vous faites en administratif?
En administratif, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de coordonner une partie du service courrier, tout ce qui va être création des pochettes des nouveaux arrivants, actualisation de la liste de tous nos adhérents. Je gère également l'encaissement des cotisations. Je m'occupe de la facturation pour la partie micro. J'envoie les éléments comptables au cabinet comptable. Je m'occupe également de centraliser les éléments de paie pour pouvoir les envoyer également au cabinet comptable. Je fais plusieurs choses. Voilà, c'est assez polyvalent. Et en accueil, qu'est-ce que vous faites? À l'accueil, du coup, déjà, j'accueille physiquement et au téléphone les personnes. Donc, ça peut être les adhérents, ça peut être des bénévoles, ça peut être des partenaires et aussi des gens, des fois, qui toquent à la porte pour savoir qui on est, ce qu'on fait et voilà, qui sont intéressés. Okay. Je prends des rendez-vous, je gère les agendas, j'inscris les personnes en information collective. Voilà, c'est assez varié aussi. Hein. Qu'est-ce que vous aimez bien au SRI? Qu'est-ce que j'aime au SRI? J'aime l'association, le projet qu'elle porte. J'aime les gens avec qui je travaille. J'aime le public aussi avec qui je travaille. Et qu'est-ce que vous aimez pas? Ne pas aimer. Je sais pas s'il y a des choses que j'aime pas. Il y a des choses peut-être un peu... le fait d'être... à l'accueil en bas, des fois quand j'ai besoin de me concentrer, vu qu'il y a quand même souvent du passage, notamment le matin, c'est un peu compliqué des fois de se concentrer, mais je choisis du coup de faire les choses compliquées l'après-midi, quand c'est plus calme. Merci Marilyn de m'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et je vous dis au revoir. À bientôt. Alors bonjour Martine. Est-ce que vous aimez bien faire ce boulot? Ah oui. Pour moi, je le fais avec vraiment grand plaisir, ça me fait du bien, je suis à la retraite. Donc voilà, ça me permet quand je viens de discuter avec d'autres, de voir des gens et puis d'échanger. Puis ça reste, on a l'impression de rester un petit peu dans la vie sociale. Est-ce qu'il faut bien savoir lire pour faire ce boulot? Ah oui, c'est important. Très important de savoir lire parce qu'on ne pourrait rien faire. Il faut qu'on lise les noms pour pouvoir les classer dans les dossiers de chaque adhérent. Donc oui, c'est vraiment la base. Et c'est pas trop dur par moment? Non, il y a un petit peu de bousculade, mais bon, il y a toujours des collègues là pour aider. Donc il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Donc si on vous proposerait un travail par exemple maintenant pour, je suis à la retraite, donc ça va être un peu compliqué. Mais sinon, pourquoi pas, oui. Oui. Je prendrai. C'est bon. Est-ce qu'il y a plusieurs choses à savoir faire dans ce boulot? Oui, l'essentiel, c'est le tri du courrier, recevoir les adhérents qui viennent, le téléphone. On fait un petit peu de tout, c'est intéressant. Il y a en plus, maintenant, il y a un petit peu plus d'informatique, donc ça rajoute un petit peu de piment. Voilà, non, ça se passe bien. Okay. Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Alors, bonjour madame. Bonjour. Vous faites quoi comme métier ou vous êtes à la retraite? Oui, je suis à la retraite. Hein. Ah. Et vous venez souvent ici pour aider les gens qui Une fois par semaine, je viens à la série. Ah, vous êtes bénévole série? Oui. Vous venez toujours bénévole à la série. Et ça vous plaît? Ah oui, beaucoup, ouais. Ça vous occupe? Une fois par semaine. Une heure, une fois par semaine. Ouais. Est-ce que juste, dites-vous que c'est un préjugé ou pas, mais est-ce que c'est vrai que les grands-mères aiment bien faire des mots croisés ou des mots fléchés? J'en ai fait beaucoup, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Ok, merci madame. Je vous en prie. Okay, you guys, relax, okay? Take a deep breath. Be fine, don't worry. You ready? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy Come here. day. Come here and stand over here. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. Washed my sins away. Y'all gonna have to do better than that. Massive Radio. Massive Radio, le long parcours d'une directrice. Du coup, vous avez fait quoi avant d'être Alors directrice? moi, quand j'ai commencé à travailler, déjà quand j'étais jeune, un petit peu plus que vous, mais pas beaucoup, 16-17 ans, moi j'ai toujours travaillé. Donc j'ai fait le muguet, j'ai fait les vendanges,
j'ai fait les fraises, j'ai fait voilà, tous des petits boulots agricoles, j'ai gardé plein d'enfants aussi, je gagne mes petits sous comme ça. Après, j'ai fait les études, et puis après les études, j'ai travaillé, j'étais formatrice en insertion professionnelle avec des jeunes de 16 à 25 ans. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, pour des jeunes un peu comme vous, en fait, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc on découvre les métiers, on travaille le projet, on fait les stages. Donc après, j'ai été responsable de centre de formation. Je travaillais avec les espaces verts et le maraîchage. Donc j'avais pas mal de petits voyageurs sur les groupes parce que les espaces verts, j'avais pas mal de vos cousins et de vos frères qui venaient apprendre à se servir du matériel. Et puis voilà, j'ai fait 10 ans comme ça dans la formation, avec des jeunes mais pas que, avec des adultes, avec des personnes handicapées, avec plein de personnes différentes. Et puis figurez-vous qu'à 32 ans, je me suis dit que j'avais envie de retourner à l'école. C'est pour vous dire, on peut retourner à l'école toute la vie. Voilà. Donc moi, je suis retournée à l'école pour 1 an, en 2016-2017, pour me former justement à être directrice. Voilà. Et après cette école-là, du coup, j'ai cherché d'autres travails. Je voulais plus travailler dans la formation, donc j'ai cherché du travail dans les associations en tant que directrice. Et j'ai trouvé ici, et je trouve que c'est une super association. Je suis contente d'être là. Donc j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de travails différents. Et puis j'ai, moi, eu la chance de rester à l'école un peu longtemps, de faire des études un peu longues, mais j'ai des amis qui ont arrêté l'école assez tôt, et puis après, en tant qu'adultes, qui ont travaillé, qui se sont formés, qui sont retournés à l'école. Enfin voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour changer de métier. Et c'est pas parce qu'à votre âge, vous savez pas trop quoi faire, que vous n'êtes pas trop allé à l'école longtemps, que toute votre vie, vous allez subir ça. Vous allez pouvoir aussi rebondir, vous. Moi, j'ai failli passer mon brevet, mais j'ai arrêté avant. Moi aussi. Et je l'ai pas passé. Et pourquoi? Parce que j'ai arrêté le collège avant. Et moi, ma mère, elle a eu peur qu'on avait attrapé le Covid, du coup, elle m'a pas mis en année 3e. Et tu pouvais pas refaire une 3e? Ou repasser l'année d'après juste le brevet? C'était pas possible, ça? Je sais pas. J'avais pas pu passer mon brevet. Et tu regrettes? T'aurais voulu passer? Ouais, parce que je sais que j'aurais pu le faire. Ouais. Bah oui, tant mieux, moi je crois pas que j'ai envie de faire. Ça me stressait trop. Parce que le frère de mon beau-frère, il est moins intelligent que moi et il l'a quand même passé, donc moi je suis sûre que je peux le faire. Mais bien sûr, tout le monde peut le faire, Sheila, tout le monde. Si on a envie, c'est dommage du coup que ce soit arrêté comme ça. Mais c'est pas parce que tu as arrêté en 3e que c'est fini. Il y a plein de trucs qui existent avec la mission locale. Moi, je travaillais avec des jeunes qui avaient arrêté l'école, ils allaient à la mission locale et hop, ils revenaient en formation avec nous. Il y a plein de trucs de possibles, même des formations où tu peux gagner un petit peu de sous et tout. Mais toi, t'as pas encore 16 ans, hein, c'est ça? Non, en fin d'année, j'aurais. Ouais, c'est ça qui est galère. C'est quand L'année vous prochaine, arrêtez moi. avant 16 ans, c'est long. Parce Mais que... j'aurais préféré être en début d'année parce que sinon j'aurais déjà eu 16 ans. Ouais. Mais bref. Oui, t'as dit que t'étais du 21 décembre. Tu viens tout Ouais. juste d'avoir tes 15 ans, en fait. Moi du 14 janvier. Ah, Moi aussi. comme mon beau-père, tu vois. Ouais. Moi, c'est comme ma mère. C'est que d'anniversaire. Il y a plein de gens du 14 janvier. Donc voilà, faut pas vous inquiéter pour l'avenir, faut vous accrocher, mais par contre, il faut quand même réfléchir et puis il faut vous Moi, j'ai bouger, une quoi. idée. Ouais, tu voudrais faire quoi? Employé libre service. Chouette, mais oui, on en a parlé, Sandrine. Moi je voulais être esthéticienne. Ouais, bah ça faut retourner un peu à l'école. Ouais. Mais là, voilà, vous allez avancer de toute façon. Au moins, là, déjà, le fait que vous soyez avec nous, vous ne faites pas rien. Voilà, là, le fait que vous apprenez des choses. Vous n'êtes pas tout de suite à quoi ça va vous servir, mais moi, je vous dis ce que vous On pourra faites là, faire des ça vous... micro-trottoirs. Mais voilà, bah, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Massive Radio. Massive Radio. Attention, émotion forte, histoire de Françoise au Liban. Françoise, j'ai une petite question à vous poser. Quelle est votre envie que vous avez eue pour déménager Du Liban en France? Du Liban en France, voilà. Si c'est pas trop indiscret. Ben, j'en avais pas vraiment envie. J'ai été contrainte par la situation économique dans le pays, qui était très mauvaise. Et donc, une forte dévaluation de la monnaie. Et puis, je suis maman quand même d'un petit garçon de 10 ans. Donc, ça devenait périlleux, difficile. La situation politique n'était pas stable. Bon, j'ai connu des périodes difficiles là-bas, comme en 2006, etc., où il y a eu quand même la guerre, un été. Mais là, quand ça touche l'économie d'un pays, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit aux soins, on n'a plus le droit à l'instruction, on n'a plus le droit aux loisirs, que tout devient exorbitant au niveau prix,
ben, il y a un moment, on ne peut pas dire tout le temps à son enfant non, 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 non. Surtout, donc la situation a fait que ben, je me suis alarmée le jour où je suis allée dans une librairie. Il a voulu un livre et je lui ai dit bah non, je ne peux pas t'acheter ce livre. Et c'est là où j'ai dit bon, ben, je laisse tomber l'affaire, quoi. Je rentre en France. Ça faisait plus de 20 ans que j'étais installée là-bas, j'ai ma vie là-bas, quoi. En fait. Voilà. Donc là, pendant cette période qui est assez difficile, ben, je me suis dit c'est une période de sursis, on rentre en France, on s'installe un moment pour que lui puisse souffler, le petit. Et puis pendant ce temps, ben, nous, on a été obligés de faire un retour à l'emploi ici, ce qui n'a pas été si facile que ça, quoi. Ouais, parce que changer d'un mode de vie à un autre mode de vie, c'est... Voilà, Je comprends. tout à fait. Et quelle a eu votre envie de devenir prof au Liban, professeur? Ah, bah, je l'avais déjà avant de partir parce que j'étais à la faculté, je suivais une licence de psychologie que je n'ai pas finie. En fait, je suis partie au Liban avant de la finir. Et quand je suis arrivée au Liban, le pays sortait de la guerre et il y avait tellement de choses à faire au niveau des enfants et au niveau des écoles que je suis allée proposer mon aide. Et puis, bah, de là en là, je me suis formée sur place là-bas et je suis devenue enseignante. Ah non, ça a été Assez dur pour les rapidement. enfants, au niveau psychologique, Ouais, physique. voilà. Mm. Ça a été dur alors? Ouais, mais une très belle expérience parce que on voit des gens qui pensent ne pas réussir ou n'aboutir à rien. Et puis, quand on voit en fait l'évolution positive, c'est la plus belle des récompenses, quoi, en fait, auprès de ces enfants qui vont grandir en riant, en s'amusant, en apprenant, bah, ça fait vachement plaisir, en fait. Voilà. C'est normal. Ouais. Mais de quelle ville vous étiez au Liban? Moi, je logeais essentiellement sur Beyrouth, la ville, en fait, la banlieue de Beyrouth. Comme ici, vous avez Nantes, la banlieue de Nantes, Saint-Herblain ou Rezé. Enfin, je ne sais pas si on pourrait dire que Rezé est une banlieue de Nantes. Ben, moi, c'était la ville s'appelait Haddad. H-A-D-D-A-T-H. Ok. Et pouvez-vous vous décrire un petit peu cette ville? Bah, petite ville, très sympathique, très commerçante, et puis beaucoup d'habitations. Une mairie très active, très belle décoration florale, et puis très calme. Ah. Voilà. Bon, bah, nous allons faire terminer cette interview sur ce truc. Et juste une question que nous posons, parce qu'on est plusieurs. Comment être vos retours en France? Ah, bah, le retour en France, c'est simple. On prend juste une valise, on monte dans l'avion, et puis on se dit que tout est à recommencer, puis qu'on verra bien. Surtout, il ne faut jamais se décourager. Et puis, croire en soi, croire en ses capacités. Et puis, apprendre des autres, en fait, aussi. Moi, je suis arrivée au SRI par hasard parce que, en fait, je ne travaillais pas. Donc, j'ai candidaté en tant que bénévole, mais je n'avais pas envie de faire tout et n'importe quoi. Enfin, entre guillemets, il n'y a pas d'action n'importe quoi dans le bénévolat, mais j'avais quand même dirigé mon choix sur des actions qui me plaisaient, où au moins je pouvais me retrouver. Donc, je suis tombée sur les services régionaux des itinérants, les SRI, c'est dur à dire. Et on m'a proposé, j'ai vu qu'il y avait on pouvait très très bien aller auprès des gens du voyage pour aider dans la scolarité. Donc déjà, ça me motivait. Il y avait aussi la sensibilisation sur le livre, ça me motivait. Et puis, on m'a proposé aussi le courrier. Et donc, l'année dernière, je suis venue en tant que bénévole, j'étais au courrier. Et puis, au mois de juillet, je suis allée sur des campements où j'ai découvert des personnes d'une générosité, mais waouh! Il faudrait qu'on aille tous faire du vivre ensemble chez ces gens-là. Donc, je me suis dit, ça, ce serait une belle formation. Et puis, j'ai découvert des gamins sensationnels. Et puis après, bon, ça a été les vacances pour tout le monde, donc ça s'est arrêté là. Et puis moi, mon chemin, j'ai repris l'emploi.
Donc j'ai laissé un petit peu SRI de côté. Puis il y a eu Marie qui est tombée enceinte en congé de maternité. Marie qui est écrivain public en fait et qui occupe ce poste. Ben, c'est son poste. Ah, vous êtes remplaçant. Et voilà, j'ai candidaté pour la remplacer parce que j'adore cette association. J'aime ce qu'elle représente et j'aime les gens qui y sont en fait. Je veux dire que ce soit le personnel, les bénévoles et les personnes qui viennent prendre leur courrier. Très belle dynamique, des gens toujours souriants, très sympathiques, voire drôles, toujours prêts à rendre service. Enfin voilà, donc je remplace Marie jusqu'au mois de mai, début mai, et puis après elle reprendra son poste d'écrivain public. Okay. Donc je me suis lancée là-dessus. Et si vous avez quelques mots à dire aux personnes qui veulent s'installer au Liban Bah ouais, enfin qui continuent à y croire, et puis que j'arrive bientôt cet été en vacances. Okay. Bon, ben, c'est la fin de ce rendez-vous avec Madame Françoise. Une histoire très bouleversante, je vous l'avoue. On fait un tour de nos inventions. Tata, tatou, 3 toucans, tous terribles et taratata. Pratique. Dans le sac de Philo, il y a un serpent qui saute. Tata et Tati attrapent le tapis et ils tirent et ting-tang-toum. J'ai bricolé des bananes bateaux qui barbotent dans ma baignoire. Les souliers de Sophie sont si souillés qu'ils semblent être salis, en satin. Lire les livres lentement et louer la littérature, lancer le livre et libérer la libellule lancinante. Pour moi, ça va vite. Oscar obéit par onomatopée car il refuse d'obtempérer. Wow. Histoire de mon grand-père, de Christine Schneider et Gilles Rapaport. Mon grand-père, c'est un très grand grand-père. Mon grand-père, c'est très grand avec lui, grand et gros. Mon grand-père, c'est ma petite tête contre son gros ventre. J'y entends les gargouillis, comme si de grosses bêtes y habitaient. Il me chuchote, c'est l'intestin qui grêle après le côlon. Ma mère, c'est Chanel numéro 5. Mon grand-père, c'est Sambon numéro 1, comme le parfum en haut de l'escalier de la cave. Un mélange d'outils, de clous, de vis, de produits à ne pas toucher, d'humidité, de chiffons séchés et de chaussures terreuses. Mon livre, c'est le petit craquement des pages quand on l'ouvre la première fois. Mon livre, c'est parfois l'odeur de vomi d'enfant parce que les accidents, ça arrive. Mon livre, c'est des petites mains qui le feuillettent maladroitement. Mon livre, c'est des recettes de cuisine qui ouvrent mon appétit. Et mon livre, c'est l'horizon que je vois dans les histoires. Mon chien est petit mais a un grand cœur. Elle n'est pas grande mais a une grande voix. Elle est rigide à l'extérieur mais douce à l'intérieur. Elle ne sent pas bon sauf quand on la lave. Et je ne l'ai pas goûté. C'est bien. Bravo, c'est magnifique. C'est chouette. J'adore. C'est très très beau. Pas tout à fait. Ma petite Alice, c'est la bonne odeur du lait qui avale goulûment. Et aussi celle de sa couche. Ça, c'est moins plaisant et il faut vite la changer. Ma petite Alice, c'est un bien de bébé, à peine esquissé, et plein de syllabes murmurées ou criées que je ne sais pas toujours interpréter. Ma petite Alice est une tignasse brune, tout ébouriffée, que sa maman coiffe comme elle peut, un petit plumeau sur la tête toute ronde. Ma petite Alice, c'est 2 petites mains qui agrippent mes cheveux, arrachent mes lunettes, et tentent parfois une petite caresse maladroite et tendre. Ma petite fille Abigail, c'est le parfum de ses cheveux au sortir de la douche. Ma petite fille Abigail, c'est le cri malicieux quand elle arrive à la maison. Qu'est-ce qu'on mange? Ma petite fille Abigail, c'est la douceur du doudou usé qu'elle n'oublie jamais de mettre dans son sac. Ma petite fille Abigail, c'est ces taches de rousseur qui éclosent par dizaines défilées à du soleil. Ma petite fille Abigail, c'est le goût du gâteau au chocolat, le meilleur du monde que nous faisons ensemble à chacun de ces séjours.
Ma mère a le goût des gâteaux qu'elle nous faisait le dimanche. La vue de ma mère n'est plus aussi bonne qu'autrefois. Les oreilles de ma mère sont toutes petites, mais toujours à l'écoute de ses proches. La peau de ma mère est aussi douce que les peluches de mon enfance. T'arrives à te relire, toi. Pardon. Et mon voisin, c'est le plus drôle. Mon voisin ressemble à s'y méprendre à Coluche. Quand il ouvre sa porte, ça respire la vanille de ses délicieux gâteaux. Mon voisin chante comme un ténor. Mon voisin est doux comme un agneau. Alors, du coup, C'est pas poète. si, c'est poète. C'est poète. Donc, avec ce qu'on a pu décrypter. Johnny, c'est des mains grosses qui font vibrer la scène. Johnny, c'est une voix note de musique. Johnny, c'est un sang claqué à pleines dents. Johnny, c'est autre chose à la scène. Johnny, c'est entre chaque son. C'est chouette. Bah oui, C'est drôle d'avoir, c'est de la poésie. Quand même. Franchement, ça a été très inspirant. Là, on pourrait faire un recueil de poésie. Alors, si vous avez envie, après, moi, j'aime bien faire des choses comme ça en mode one-shot, vous voyez, sur des bouts de papier brouillon. Si vous avez envie, après, de les garder pour les écrire et les taper, faire un recueil. Après, en écoutant tous les personnages, après, ça nous inspire. Bah ouais, c'est ça. Ouais, Et puis, après, bah... ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils font. Mais toi Ah, aussi, mais le tout le monde, très bah beau ouais. ton texte sur... Enfin, moi, j'ai trouvé... Et puis, c'est ce livre-là qui vous a inspiré aussi. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes bien parti. Bah, merci. Bon, alors, je propose un truc plus facile et plus léger pour la suite. Un autre livre qui s'appelle Ou alors Pompier de Hubert Benkemoun. Alors, il y a des gens qui font des ateliers d'écriture dans la vie ou qui ne s'inspirent pas de livres, qui utilisent juste effectivement des mécanismes de jeu d'écriture. Moi, j'aime bien utiliser les livres, et notamment les livres pour enfants, parce que je trouve que c'est un bon prétexte, et souvent ce que je propose, c'est d'écrire à la manière de l'auteur, parce que c'est plus facile, c'est plus inspirant. Mais il existe aussi des formations, enfin des gens qui font des vrais ateliers d'écriture, mais c'est pas mon cas. Moi, j'ai besoin d'un livre. Et donc là, c'est Ou alors Pompier. Alors, je vais pas vous le lire en entier, celui-ci, mais... Ou alors Pompier. Les autres ont tous des idées précises. Moi, j'hésite. J'ai encore le temps pour savoir ce que je ferai lorsque je serai grand. Alors, je prends le temps d'hésiter. Jérémy et Soliman racontent à tout le monde qu'ils seront pilotes d'avion pour traverser les nuages à plus de 1000 à l'heure. C'est vrai, c'est bien, aviateur. Mais moi, je préférerais devenir sculpteur de nuages. J'en ferai des bien gros, des bien bavards, qui chaque matin diront bonjour aux gens quand ils partent au travail. Et d'autres en forme de vagues pour ceux qui ne voient jamais la mer. Ou alors je deviendrai décrocheur d'étoiles pour en accrocher tout plein au plafond de ma chambre. Autour de moi, ils sont nombreux à vouloir devenir footballeurs. Gustave, Louis, Clémentine, Lippo, Yaël, ils forment déjà presque une équipe. Moi, je sais bien que je ne cours pas assez vite. Et puis l'odeur des chaussettes dans les vestiaires, ça me dégoûte. Moi, j'aimerais mieux devenir traceur de lignes pour terrain de foot. Elles ne seraient pas toutes droites et ce serait bien plus drôle. Les touches, les coups francs, les pénaltys auraient une sacrée allure. Philou n'a qu'un grand projet en tête, devenir testeur de jeux vidéo. Il pilotera des bolides et combattra des monstres abominables, des horribles, pleins de poils, aux dents jamais brossées. C'est vrai que c'est un chouette projet, testeur de jeux. Mais moi, je préférerais devenir un ramoneur de cheminée pour Père Noël. Il serait tellement satisfait de mon travail qu'il m'offrirait des tas de cadeaux à chaque passage. Et même sa photo dédicacée. Allez, un petit dernier. Xiltier répète à qui veut l'entendre qu'un jour il sera président de la République, ou peut-être même chef du monde, et qu'avec un prénom exceptionnel comme le sien, il est sûr d'y parvenir. Il est un peu idiot, Xiltier, avec son histoire de prénom. Ma copine Victoire arrive toujours dernière à la course dans la cour. Président, quelle horreur! Quand il passe à la télé, on voit bien qu'il ne s'amuse pas tous les jours, les présidents. Si je dois commander, moi je préférerais être chef goûteur dans une fabrique de guimauve aux noisettes ou de chewing-gum vanille pistache. Je vais donc vous proposer d'inventer des nouveaux métiers. C'est simple. Pour vous aider, j'ai fait deux petites enveloppes. Là-dedans, il y a des mots type pistolet, chocolat, bouton, photographie, ce qu'on veut. Et là-dedans, il y a des métiers. Par exemple, dompteur, accrocheur, éleveur, ramoneur, sculpteur.
On n'est pas obligé, on peut inventer aussi un métier sans ça, hein, mais sinon on peut piocher un mot, un métier, et puis du coup on invente un nouveau métier et on le décrit en une phrase. Pas besoin d'en faire plus, on peut en faire plus C'est toujours. par exemple, pistolet, policier. Voilà, policier, confecteur de pistolets. C'est pratique. Et j'espère que tu vas pas tomber là-dessus. Donc là je fais tourner les objets, donc vous pouvez en prendre un à l'intérieur au hasard. Et là je fais tourner les métiers. Et j'insiste, hein, si vous voulez inventer un nouveau métier sans passer par les objets, par les petites étiquettes, là c'est juste parce que surtout quand moi je bosse beaucoup avec les enfants ou avec des gens peu lecteurs, du coup déjà il y a la base quoi. Et après on peut même dire à l'oral le métier qu'on a inventé quoi. On n'est pas obligé d'écrire une phrase non plus. Mon nouveau métier n'est pas vraiment nouveau, mais il l'est un peu cependant dans le sens où ses déclinaisons sont infinies. Je serai sculpteur de chocolat de tous les pays du monde. Oh la classe. C'est vrai. Sculpteur de chocolat. Parfait. On viendra dans ton usine de sculpteur de chocolat. Alors moi je suis sculptrice aussi, mais sculptrice de souvenirs. C'est quoi? Donc il s'agit de collecter les souvenirs de chaque individu, de les épousseter, de les pétrir, de les tailler, de les poncer et d'en faire une œuvre d'art. Parfait. Alors moi, je suis ramoneur de nuages. Une ramoneur de nuages aurait pour mission, parce qu'il n'existe pas vraiment, hein, de faire pleuvoir pour stopper les incendies, de faire pleuvoir pour arroser les cultures, et de faire disparaître les nuages en cas de typhon. Voilà. Top. On devrait l'inventer ce métier. Moi, je suis coiffeur de pissenlit. Pour rendre jalouses les marguerites. Et c'est tout ce que j'ai. Et c'est tout, mais c'est super, mais c'est trop rigolo. Tu vois, j'ai pioché bien après toi, mais moi je suis cireur de pissenlit. Donc en fait, une fois que tu les as coiffés, au printemps, en fait, je passe avec une petite cire d'abeille, là, avec une petite brossette, pour que, avec le soleil, pour que ça se reflète bien, pour que ce soit joli, que ça mette de la bonne humeur aux gens. Du coup, moi je brosse les pissenlits et je les cire pour qu'ils soient plus lumineux. Voilà, une fois que tu les as coiffés. Évidemment. On ne peut plus faire de salade après. C'est mieux. Ah oui, par contre, ouais. Bah, ça dépend. Moi, je prends de la cire d'abeille bio. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Et toi, c'est quoi ton métier? Arroseur d'orange. Et alors, ça consiste en quoi? Arroser des oranges. Très bien. Pareil, Non, mais ouais, bah, en même temps, t'as raison. C'est dommage qu'on n'ait pas Isaac là parce qu'il était habilleur de serpent et il a pas mis de phrase à côté. J'aurais bien voulu voir ce qu'il s'est fait. Habilleur de serpent. On lui demandera après. On va lui demander. Moi, je suis dompteuse d'orange. Et c'est pour leur apprendre à faire des courses d'obstacles. Et pour que la plus pressée gagne. Bravo. Je pense que je vais la soumettre à 40 bars. Ouais, je pense que tu peux. Et moi, je serai décrocheur de nuages. Je serai décrocheur de nuages. Je n'enlèverai pas du ciel ceux qui sont jolis, tout blancs comme de la crème fouettée. Je ferai bien attention à ceux sur lesquels les petits princes sont perchés. Mais les vilains noirs qui annoncent les orages, les tempêtes, les destructions, ceux-là, je les supprimerai sans pitié. Je pense qu'on va révolutionner le monde des métiers, là, ce matin. Moi, je suis gratteur d'étoiles. De quoi d'étoiles? Gratteur d'étoiles. Ouais. Alors le jour, je me cache et je dors. Dès le crépuscule, je m'étire et emprunte la lune qui me catapulte sur mon terrain de jeu. Je suis le gratteur diplômé et patenté de l'étoile du berger. Quelques poussières par-ci, par-là, et brebis, bouquetins, chamois vont parsemer les sommets de notre vieille planète. Oh, c'est beau. Juste, vous êtes tous poètes ou ça se passe comment? Eh ben, en fait, c'est que du coup, quand on joue avec les mots, on peut tous devenir poètes. Et c'est ça qui est bien. C'est ça que je voulais vous montrer. Et tu vois, ça marche super bien. On est tous poètes ce matin. T'as dit quoi, Isaac? Rien. Dans les sacs. Dans le sac de Chilo, il y a un serpent qui saute.